Alors bon, travaux pratiques en quelque sorte, c'est-à-dire de prendre un exemple, il y en aura beaucoup d'autres dans ce cours, comme vous l'avez vu, avec Calderon, avec Lope, avec Shakespeare, mais justement Shakespeare. J'ai repris là une lecture que j'avais faite déjà un certain temps, mais jamais publiée, sur un élément à l'intérieur d'une pièce qui n'est pas parmi les plus connues de Shakespeare, qui est le second Henri VI. Alors d'abord, il faut signaler que lorsqu'on veut commenter une pièce de Shakespeare, ce qu'ont oublié parfois même les meilleurs spécialistes, il faut partir de l'état du texte. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs états de texte pour une même œuvre. Dans ce cas-là, deux. L'un qui est donné en la publication sous forme in quarto en 1594 de cette pièce et qui a un titre très long, comme on aimait les donner pour en quelque sorte en faire une sorte de résumé de la pièce. Le titre est « La première partie de la rivalité entre les deux célèbres maisons d'York et de Lancastre, avec la mort du bon duc Humphrey, et le bannissement et la mort du duc de Suffolk, et la fin tragique du fier cardinal de Winchester, avec la remarquable rébellion de Jack Cade et la première revendication de la couronne par le duc d'York. » C'est un titre en forme, évidemment, de résumé de la pièce, de scénario, de script de la pièce. Et donc, on voit que cette pièce, dans sa première édition, n'avait rien d'une seconde partie, puisque c'était the first part of the contention betwixt the two famous houses of York and Lancaster. Cette première édition fait suite à des représentations de la pièce dans l'année 1592 sur le théâtre de la Rose par la troupe de Lord Strange, et on suppose que la pièce a été écrite en 1591 ou 1592. Cet état-là du quarto va être repris dans des deux rééditions de la forme quarto, 1600 et 1619. Et puis il y a un deuxième texte qui nous renvoie à ce que je disais tout à l'heure, qui est celui du Folio de 1623. Shakespeare est mort depuis 1616. Hemmings et Condell, deux de ses anciens compagnons de la troupe, décident de construire ce monument de l'œuvre de Shakespeare et, comme je l'ai dit, rassemble 10 pièces sous la catégorie des histoires. Et Henri VI est la 7e, puisque là, la réorganisation se fait à partir de la chronologie, non pas du moment où Shakespeare a écrit les pièces historiques, mais de la chronologie des rois. Et on commence avec Jean Santerre et on termine avec Henri VIII, mais entre les deux, il y a le bloc continu des pièces qui sont les pièces historiques qui correspondent au règne de Richard II, d'Henri IV, d'Henri V et d'Henri VI. Et à partir de là, le texte est donné avec comme la seconde partie d'Henri VI, the second part of the Henry VI, et avec simplement une indication d'un des événements dans la pièce, avec la mort du grand-duc Humphrey. Et pourquoi seconde partie? Parce qu'il y a une première partie du règne d'Henri VI qui correspondrait aux années 1422-1445, du point de vue de la réalité historique, et dont les spécialistes shakespeariens discutent beaucoup, à la fois l'identité shakespearienne. Il semble très clair qu'il s'agit d'une de ses œuvres en collaboration. Peut-être d'ailleurs le second, Henri VI, le serait aussi, mais en tous les cas, pour le premier, le sentiment est plus assuré. Et d'autre part, peut-être une pièce qui aurait été écrite après le premier Henri VI, de façon à lui constituer un prologue, puisque les événements qui sont racontés dans ce qui devient là la seconde partie d'Henri VI sont des événements qui se déroulent entre 1445 et 1455, avec ce moment central, 1450, la révolte de Jack Cade. On a donc, comme parfois dans le théâtre élisabétain, une première partie qui serait de production postérieure à ce qui en devient une seconde partie, et d'autre part, on a là sûrement une écriture en collaboration. Et la pièce, le premier Henri VI, donc du coup, n'a jamais été publié sous une forme quarto. Le seul texte disponible ancien est le texte donné dans le folio de 1623.
Alors la pièce, en résumé, je ne vais pas entrer dans le détail, elle est d'une grande complexité historique. Elle est autour de l'assassinat de Gloucester, le bon duc Humphrey, qui était la première chose mentionnée dans les deux éditions, celle in quarto de 1594 et le texte du folio, c'est-à-dire du protecteur du royaume, tuteur du jeune Henri VI et assassiné à la scène 2 de l'acte 3 dans les découpages modernes. Derrière cet événement historique, ce qui est en question, ou ce qui est mis en évidence par la pièce de Shakespeare, c'est la destruction du bon gouvernement et donc du coup le chaos qui est marqué à la fois par la lutte entre les factions aristocratiques, les descendants les fils descendants d'Édouard, qui va faire opposer les York aux Lancastre, donc la guerre de Rose, et d'autre part, une autre forme de chaos qui est cette rébellion populaire, cette révolte populaire de Jack Cade, CADE, qui est un événement historique évidemment attesté, 1450, une révolte dans le Kent, et les révoltés arrivant jusqu'à Londres et soumettant au roi une série de Bill of Petitions, une série de remontrances. Et ce qui est frappant lorsqu'on lit la critique sur la manière dont Shakespeare a mis en scène en 1592 un événement de 1450, c'est que la grande diversité des interprétations. Elle porte à la fois sur le sens à donner à la représentation du peuple dans la pièce. Est-ce qu'il s'agit d'une représentation d'un peuple maltraité par les impôts, par les officiers royaux, respectueux du roi, il se soumet dans la pièce, ou est-ce que la représentation est celle de l'inconstance, de la violence, de la cruauté du peuple? Ou bien les interprétations varient énormément sur le sens politique de la révolte. D'un côté, reprenant en compte toutes les figures des révoltes millénaristes, paysannes, populaires des XIVe siècle, XIVe ou XVe siècle, donc avec cette juste réprobation de l'iniquité sociale, ou bien une interprétation qui insiste sur la dimension grotesque, ridicule, carnavalesque de la révolte. Et des interprétations très variables sur la représentation de Jack Cade lui-même, le leader de cette rébellion, vu soit comme le porte-parole d'un discours égalitaire, messianique, avec des échos du millénarisme biblique, et de l'autre côté, vu comme un ambitieux, cruel, manipulé, totalement à la solde d'un parti aristocratique, c'est-à-dire à la solde du duc d'York, qui affirme sa revendication de légitimité contre le roi régnant. Il y a donc là une difficulté à stabiliser la définition de ce que serait une politique de Shakespeare à l'intérieur de cette pièce, dans la mesure où ce qui est donné à voir, à entendre et maintenant à lire est un enchevêtrement de contradictions, d'ambivalence. Alors c'est à partir de ce motif, d'un motif particulier de la révolte de Jack Cade que je voudrais présenter une réflexion, non pas pour trancher entre ces interprétations, mais pour montrer les supports de cette pluralité d'interprétations. C'est le fait que dans la révolte de Jack Cade, la rébellion de Jack Cade et de ses suivants, il y a un motif central mis en scène par Shakespeare, et ce motif central, c'est celui de la haine de l'écrit, des objets de l'écriture et des maîtres de l'écriture. Alors, c'était la raison pour laquelle je me suis intéressé depuis longtemps, évidemment, à cette pièce en général, mais à ce passage ou cette particulier qu'est la révolte de Jack Cade, puisqu'il y a la mise en scène d'une radicale hostilité à tout ce qui est lié avec l'écrit, l'écriture, ceux qui écrivent et les objets qui permettent ou reproduisent l'écriture. On pouvait commencer d'ailleurs avec une citation lorsque Cade, dans la
la scène 7 de l'acte 4, découpage moderne, s'exclame « Allez, mettez-moi le feu à tous les registres du royaume, ma bouche sera le parlement de l'Angleterre. Burn all the records of the realm. » Et tous les commentateurs de cette partie de Henri VI ont souligné ce trait que je viens de rappeler, c'est-à-dire la mise en scène d'une haine absolue pour toute forme, toute présence, tout usage de l'écrit. Or, cette haine anti-écriture de Cade et de ses suivants ne se rencontre pas dans les sources historiques utilisées par Shakespeare. Ce que voulaient les révoltés du Kent, menés par leur capitaine, Cade, et menés jusqu'à Londres par ce capitaine, était une réformation du royaume dont les chroniques, par exemple celle de Holinshed, décrit ainsi le but, et il peut les décrire parce que la chronique de Holinshed est fondée sur des pétitions écrites qui avaient été proposées, apportées par les révoltés du Kent à Londres, au roi. Et réécrit par Holinshed, qui est le grand chroniqueur des règnes des XIVe, XVe siècle de l'Angleterre, en particulier dans l'édition de 1587 du troisième volume de ses chroniques, qui est clairement celui que Shakespeare a utilisé pour sa pièce. Il disait que leur but, les paraphrasants, était la punition et la correction des méfaits des mauvais conseillers du roi et de la reine, et leur désir qu'aucune nouvelle taxe, en particulier des taxes sur la propriété, puisse être dorénavant exigée, ni qu'il ne soit discuté d'aucun nouveau impôt, d'aucune nouvelle imposition. On voit dans les motifs classiques, c'est-à-dire la dénonciation des mauvais conseillers pour un roi trompé, et d'autre part, le refus de l'augmentation de toute forme de la pression fiscale. Et dans une autre chronique, celle de Edward Hall, publiée avant celle d'Holinshed de 1548, on retrouve la même revendication qu'aucun nouvel impôt sur la terre puisse être demandé, ni aucune nouvelle autre imposition, et qu'il n'en soit pas même parlé. Or tax should be spoken of. Donc, on voit bien un écart profond entre une revendication antifiscale de la révolte et puis d'autre part cette construction de l'absolue haine et réprobation de l'écrit dans le Jack Cade de Shakespeare, dans la mesure où le Cade de Shakespeare exige beaucoup plus que l'abolition de nouvelles taxes ou que la punition des mauvais conseillers. Il exige l'abolition de la propriété privée sur la terre, la disparition de la monnaie et la suppression de tous les signes qui pouvaient exhiber une différence de statut. On a par exemple cet moment qui est dans la deuxième scène de l'acte 4, lorsque Cade apparaît sur la scène. « Désormais, en Angleterre, il y aura 7 pains de demi-sou pour 1 sou, le pichet de 3 chopines en contiendra 10, et je déclarerai félon quiconque boira de la petite bière. Tout le royaume sera mis en commun, et mon palefroid ira paître dans Shipside, et quand je serai roi, car je vais être roi, je vous... » Alors, tous les suivants disent « Dieu protège votre Altesse. »« Je vous remercie, bon peuple, il n'y aura plus d'argent. Nous boirons et mangerons sur mon compte, et j'habillerai tous mes sujets d'un même uniforme, one livery, pour qu'ils vivent en frères et meneurs comme le souverain. » On voit donc qu'il y a là dans cette construction shakespearienne de cette revendication, des rapports avec la réalité sociale contemporaine. D'une part, l'idée du royaume en commun par rapport à une politique qui s'était développée, qui était celle déjà des enclosures, de l'appropriation privée par les maîtres de la terre d'espaces soustraits aux usages communs. Il y a cette idée de la suppression de la monnaie, la suppression de l'argent, puisque chacun pourra aller boire sur, comme dit le texte, « on my score »,
Et score, c'était ces baguettes de bois divisées en deux qui permettaient aux créanciers et débiteurs de reconnaître réciproquement les dettes. Donc, une manière de régler des transactions financières sans recours ni à l'écrit ni à l'arithmétique. Et donc, du coup, c'est un élément supplémentaire dans cette abolition radicale de toute forme de la culture écrite. C'est le crédit sans écriture. Et finalement, cet terme très important, qui devait sonner aussi d'ailleurs pour les acteurs des troupes, puisque considérés comme des domestiques des grands ou du roi, les acteurs devaient en certaines circonstances porter ce qui a été traduit comme uniforme, c'est-à-dire une livery, comme les domestiques des grandes maisons. Ici, la livery, l'uniforme, est au service d'une suppression de toute distinction sociale visible par des signes extérieurs. Donc on voit d'emblée la question, c'est-à-dire comment Shakespeare construit un contenu de cette révolte fondamentalement ici sur des notions d'une égalité absolue et d'une hostilité radicale à la culture écrite, alors que les sources qui lui donnaient accès à la révolte de 1450 ne le mentionnaient pas et étaient entièrement liées à la commentaire ou la paraphrase des pétitions des révoltés, qui étaient des pétitions anti-fiscales. Un autre moment clé dans cette représentation, c'est un autre slogan des rebelles. Il est dans ce cas-là crié par Dick, qui est un boucher qui suit Cade. La première chose à faire, c'est de tuer tous les gens de loi. Et Cade rebondit, oui, c'est bien mon intention. Alors pourquoi cette haine pour tous les gens de loi? Il y a une raison précise. C'est parce que ce sont eux qui manient les deux instruments que le Cade de Shakespeare dénonce comme la source de l'oppression sur les plus faibles, le parchemin d'un côté et la cire de l'autre. Ce qui est très frappant, c'est que Cade utilise en la déformant une vieille formule juridique qui se rencontre dès le XIIIe siècle. Cette formule juridique est la suivante, enfin dans la bouche de Cade. N'est-il pas lamentable que la peau d'un agneau innocent serve à faire du parchemin, que ce parchemin tout gribouillé puisse perdre un homme? C'est-à-dire l'idée que l'écriture sur le parchment, qui est fait à partir de The Skin of an Innocent Lamb, à partir du moment où de l'écriture s'y dépose, de l'écriture des puissants, des juges, des scribes, peut être une raison pour qu'un homme soit undue, soit complètement perdu. Et d'ailleurs, dans le texte du Quarto, là, c'est la traduction du folio qui est donnée dans l'édition de la Pléiade, et la traduction a été faite par Lynn Cotteny. On a une petite variante, puisqu'il s'agit bien toujours de The Skin of an Innocent Lamb, mais là, l'écriture qui perd l'individu, c'est l'écriture qu'il écrit lui-même. Et quand avec n'est-il pas une chose misérable que la peau d'un agneau innocent transformé en parchemin puisse perdre un homme lorsqu'on y rencontre a little blotting over with ink, quelques tâches, pâtés, corrections, incertitudes faites à l'encre sur ce parchemin. Ce qui a peu été commenté, je crois, c'est le fait que cette phrase-là, n'est-il pas lamentable que la peau d'un agneau innocent serve à faire du parchemin, et que ce parchemin gribouillé ou marqué par des pâtés puisse perdre un homme, est en fait en résonance avec un texte du milieu du XIIIe siècle qui avait été énoncé par le futur pape Innocent IV dans un commentaire au Décrétal, et où la formule latine était contra ius gentium fuit inventum maiore civili ut credatur peli animali mortui. Contre le droit des gens, fut inventé par le droit civil que l'on devait croire dans la peau d'un animal mort, donc le parchemin.
Et cette formule, dont je ne peux pas savoir comment elle a pu être arrivée jusqu'à Shakespeare, est évidemment reprise presque littéralement, avec une première différence qui est que ce qui dans le texte latin était la peau d'un animal mort devient la peau d'un innocent agneau, ce qui lui donne, si l'on se souvient de l'image biblique de l'agneau, une résonance chrétienne infiniment plus forte. Et le deuxième élément, c'est cet élément ajouté sur l'idée que cette croyance dans la peau de l'animal mort peut être la source de la perte d'un homme, soit parce qu'il est condamné, soit parce qu'il se condamne lui-même. On peut penser que cette glose au décrétal, transformée par Shakespeare en un énoncé de Cade, a une racine profonde, une assise profonde, qui est l'opinion émise contre l'idée de la primauté du document écrit comme preuve de vérité par rapport à une autre source plus puissante de la vérité et qui est viva vox, la voix, la parole vive. Et on pourrait suivre dans le droit médiéval toute une série d'affirmations qui donnent supériorité au témoignage oral sur le document écrit ou qui limitent, comme c'était le cas par exemple dans les novelles de Justinien, qui limitent à des cas très particuliers, par exemple des conflits sur la propriété ou des transactions de propriété, la primauté du document écrit sur la parole vive. Et à partir du XIIe siècle, ce privilège donné à la parole vive sur le document écrit s'était profondément et largement étendu, et elle se liait avec quelque chose que j'ai évoqué pour commencer, c'est-à-dire elle se liait avec le crédit donné à telle ou telle parole vive. Toute parole vive n'a pas le même crédit. Et la hiérarchie de la possibilité de croire en une parole qui démarquait strictement la hiérarchie sociale venait se croiser avec cette idée de la supériorité du témoignage écrit dans la tradition juridique française médiévale. On rencontre une formule comme « témoin passe lettre ». Les témoignages oraux sont supérieurs aux documents écrits. Et on trouverait de nombreux cas dans le théâtre, par exemple, où cette supériorité de l'oral proféré et écouté sur le document écrit est un ressort de la mise en scène. Il y a par exemple un exemple dans Le Roi Lear où lorsque le bâtard Edmond veut convaincre Gloucester de la traîtrise de son fils Edgar, il lui déclare, et il pourrait le faire parce qu'il a imité une lettre de Edgar, donc il pourrait donner ce document écrit, mais il dit à Gloucester que si, je traduis librement, si votre honneur juge bon de le rencontrer, je vous placerai dans un endroit où vous pourrez nous entendre parler à ce sujet, c'est-à-dire le sujet dans la lettre, et by auricular assurance, par une assurance de l'écoute, vous aurez la preuve, have your satisfaction. Donc cette idée de la supériorité de la parole entendue comme critère d'authenticité par rapport à un document écrit, qui pourtant il a, dans ce cas-là, une lettre, est repris et s'inscrit dans une très longue tradition qui a ses racines dans le droit médiéval. Et la reprise par Shakespeare s'ajoute évidemment à ce premier énoncé un second énoncé qui lie le parchemin, la peau de l'animal mort, la peau de l'innocent agneau, avec la cire de l'abeille, puisque, continue Cade, certains disent que l'abeille pique, mais je dis, moi, que c'est la cire de l'abeille qui fait mal, car une fois seulement, j'ai mis mon sceau à un acte et je ne me suis plus appartenu depuis.
C'est-à-dire ici cette idée que le sigillum, le sceau, est le signe matériel qui authentifie les voix silencieuses du document écrit. Et là, Cade reconnaît négativement l'usage de ce sceau, puisqu'il a authentifié ce document qu'il a perdu, mais dans les révoltés, les vrais révoltés, si j'ose dire, les révoltés historiques de 1450, il y avait aussi la présence réprouvée de ce sceau, lorsque dans l'une de leurs revendications, ils disaient que toutes les extorsions devaient être abolies, c'est-à-dire les extorsions qui sont faites lorsque la green wax, la cire verte, est faussement utilisée pour la destruction perpétuée des fidèles du roi et des communes du Kent, sans que le souverain y ait donné son accord et ni d'ailleurs non plus son authentique conseil. Là, l'allusion est très précise. La green wax, c'est la cire verte du sceau de l'échiquier, donc de l'autorité fiscale de la monarchie, et dont les révoltés du Kent, historiques, disent que ce sceau est utilisé de manière indue, sans stipulation royale, et par la libre volonté des officiers qui sont dans le Kent et qui donc du coup se transforment en instrument d'oppression. Il y a comme un écho entre la cire verte du sceau de l'échiquier tel que les révoltés du Kent en réprouvent l'usage, et d'autre part cette plaisante remarque de Jack Cade sur la cire de l'abeille qui pique plus que l'abeille elle-même, puisque c'est elle qui peut détruire un homme. Alors la question qui est posée par ce point de départ, c'est le fait que d'un côté, on trouve récapitulé dans la bouche de Cade une très longue tradition, et pour partie à la fois judiciaire et juridique, remontant au droit canon. Et de l'autre côté, évidemment, on est en 1592, c'est-à-dire en un moment où a basculé ce rapport entre le document écrit et le témoignage oral dans les procédures administratives ou dans les procédures judiciaires. L'écrit est devenu un instrument de preuve et un critère d'authentification. Tous ceux qui se sont intéressés à l'époque Tudor ont mentionné comment cet basculement s'est opéré, puisque la construction d'un État absolutiste fondé sur une administration bureaucratique suppose le recours massif à l'écrit qui a pénétré aussi les procédures judiciaires. En décalage par rapport à cette réalité objective, Cade, lui, reste attaché avec ses fidèles à une vision dans laquelle nécessairement l'écriture produit l'oppression et produit la destruction de ceux qui en sont victimes. Et on le trouverait dans la scène de la première violence commise par Jack Cade et ses suivants, et qui est l'exécution du maître d'école de Chatham. Alors la scène est la suivante. Ce maître d'école de Chatham est un maître de l'écriture. Alors il a été capturé par les révoltés, qui sont là encore, pas encore entrés à Londres, et le tisserand dit: le maître d'école de Chatham, il sait lire et écrire et compter aussi. Cade, quelle abomination, le tisserand. Nous l'avons surpris en train de faire des modèles d'écriture pour les enfants. Cade, c'est un scélérat, le tisserand. Il a un livre dans sa poche dans lequel il y a des lettres rouges. Mais alors c'est un sorcier, dit Cade. Pire, il sait rédiger des actes et il écrit en gothique. Il y a une récapitulation de tout un ensemble de rapports à la culture écrite à travers cette figure du maître d'école qui va finir par être pendu par les
par les révoltés, pendu avec la plume et l'encrier autour du cou, puisque l'on voit que la progression commence avec sa capacité à lire et à écrire et aussi à compter, les 3 R's dans la tradition anglaise, reading, writing and arithmetic, et que donc il est celui qui enseigne cette connaissance aux enfants. On l'a surpris en train de faire des modèles d'écriture pour ses élèves. Au-delà, il est l'homme qui possède des livres, et ces livres sont des livres à lettres rouges. On peut difficilement les identifier. Ce sont peut-être un almanach, peut-être un primer, c'est-à-dire ces livres pour apprendre le premier alphabet où certaines lettres par majuscules étaient imprimées en rouge. Et puis surtout, il sait rédiger des actes et il écrit en gothique. He can make obligation and write court hand. Alors, gothique est une traduction qui n'est pas fausse paléographiquement, mais qui ne rend pas compte réellement de ce dont il s'agit. C'est-à-dire que ce maître d'école connaît l'écriture des greffiers des tribunaux, c'est-à-dire l'écriture qui est liée avec la justice. Et donc, du coup, la court hand peut avoir un écho dans ce cas-là, parce que court renverrait à l'écriture de la cour, mais ce n'est pas ce qui est paléographiquement ou diplomatiquement présent, dans la mesure où la court hand, c'est l'écriture des chancelleries et l'écriture des greffes des tribunaux, c'est-à-dire une écriture qui est liée avec le pouvoir sur les êtres. Et de là la remarque de Cade, quand on lui dit il a des livres avec des lettres rouges, mais alors c'est un sorcier. C'est aussi cette idée qu'il y a une association puissante dans les premières modernités entre l'écriture indéchiffrable pour le plus grand nombre, dans le cas de la court hand en Angleterre, de la letra processada ou processual en Espagne, et qui est associée parce qu'elle est indéchiffrable, et sans doute parce qu'elle est considérée comme contenant un pouvoir puissant, avec la magie, avec le secret, avec la sorcellerie. Et on trouverait d'ailleurs la même allusion dans le Don Quichotte, au moins dans la traduction anglaise de Don Quichotte par Shelton. C'est une scène dans laquelle Don Quichotte demande à Sancho de porter une lettre à Dulcinea. Il écrit lui-même cette lettre sur le librillo de Memoria de Cardenio, et il recommande à Sancho de la faire copier sur un papier, soit par un maître d'école, soit par un sacristain, mais, dit-il, surtout, ne la fait pas recopier par un notaire ou un clerc de tribunal, parce qu'ils écrivent dans une lettre qui est si confuse que Satan lui-même ne serait pas capable de la lire. Donc c'est une inversion, ce n'est pas une écriture satanique, mais c'est une écriture tellement plus satanique que Satan, que même Satan n'est pas capable de la lire. Alors Shelton a traduit justement le Entangling Confounding Process Letter, ce qui était dans le texte de Cervantes la letra processada, c'est-à-dire l'équivalent de la court hand. La deuxième victime de cette radicale hostilité à l'écrit, à ses supports et à ses acteurs, c'est dans la pièce un autre personnage qui est Lord Say, qui était venu, qui a été aussi alors à Londres capturé par les révoltés, et dans les nombreux reproches que l'on lui fait, que Cade lui fait avant de l'exécuter, dans ce cas-là il sera beheaded, il sera décapité, un des reproches est « Tu as nommé des juges de paix pour qu'ils fassent comparaître de pauvres gens pour des choses auxquelles ils étaient incapables de répondre. En plus, tu les as fait mettre en prison, et parce qu'ils ne savaient pas lire, tu les as fait pendre, alors que pour cette raison, justement, ils méritaient amplement de vivre. » Donc c'est la reprise dans un autre registre, un autre contexte, de la même dimension oppressive, tyrannique de l'écriture. Et l'allusion à « et parce qu'ils ne savaient pas lire,
tu les as fait pendre alors que pour cette raison, justement, ils méritaient amplement de vivre. C'est l'inversion d'un privilège qui était appelé le privilège de clergy dans l'Angleterre du fin médiévale et début de l'époque moderne, c'est-à-dire que la capacité à lire et écrire pouvait être une des raisons pour transformer une peine capitale en emprisonnement. Et donc là, dans le monde à l'envers, qui est celui de la révolte de Jack Cade, cette chose-là est inversée. C'est ceux, justement, qui ne savaient pas lire, qui auraient dû bénéficier de cette clémence. On voit que la trame de ce que Shakespeare met en scène avec l'interrogatoire et l'exécution du clerk of Chatham, ou bien du maître d'école, ou bien avec l'exécution de Lord Say, c'est une tension absolument fondamentale entre le pouvoir sur l'écriture, détenu par les maîtres de l'écriture, et dans ce cas-là, essentiellement les maîtres de justice, et le pouvoir de l'écriture, qui est le lieu même de la divergence entre les chroniques et Shakespeare. Dans les chroniques, les révoltés du Kent s'emparent de ce pouvoir de l'écriture et ils transmettent sous forme de pétitions écrites leurs revendications antifiscales. Dans la pièce de Shakespeare, ce pouvoir de l'écriture est nié, refusé, abandonné par ceux qui, comme Cade, veulent revenir à un monde dans lequel les registres sont brûlés, sa bouche sera le Parlement de l'Angleterre, et tous les agents de la culture écrite doivent disparaître. C'est donc là où on voit la version inversée de ce monde où l'écrit a pénétré les procédures judiciaires, les procédures administratives, le désir d'expression de la revendication ou de la remontrance. C'est l'inversion de ce monde qui donne cette tonalité utopique et ou carnavalesque à la révolte de Kent, c'est-à-dire cette sorte d'inversion dans laquelle il n'y aura plus d'écriture, mais on utilisera seulement the score and tally, c'est ce que j'évoquais, c'est-à-dire pour régler les dettes et crédits, des encoches qui sont faites dans deux baguettes, l'une tenue par le débiteur, l'autre par le créancier, et qui, comparées l'une avec l'autre, peuvent montrer l'état de règlement de la dette. C'est une pratique commerciale qui a duré même jusqu'au XVIIIe siècle, évidemment de plus en plus même minorée par l'utilisation de registres de comptes ou de livres de comptes, mais cette pratique médiévale de pouvoir régler des relations économiques sans recours à l'écrit ni même à l'arithmétique, without writing and arithmetic, est un élément que Cade met en avant dans le monde tel qu'il l'imagine ou tel qu'il l'instaurera. On n'aura que cette disparition de toutes les formes qui utilisent l'écrit. Et d'autre part, ce qui est mis en question, c'est tous les instruments de production et reproduction de l'écrit. Dans le cas de Lord Say, il y a non seulement ce que j'ai lu, c'est-à-dire il a instauré des juges de paix qui ont condamné ceux qui ne pouvaient pas être maîtres de leur sort parce qu'ils ne savaient pas lire et écrire, mais il lui reprochait aussi tu as traîtreusement corrompu la jeunesse du royaume en édifiant un collège, en fait une grammar school, et tandis que jadis nos aïeux n'avaient d'autres livres que la coche et la taille, ce que je viens d'évoquer, tu as lancé l'usage de l'imprimerie et au mépris du roi, de sa couronne et de sa dignité, tu as fait bâtir un moulin à papier. Donc on voit que les institutions de la reproduction de l'écrit, que ce soit la reproduction mécanique par la presse à imprimer, qui suppose évidemment le papier. Et là, les éditeurs, dès le XVIIIe siècle, se sont amusés de l'anachronisme de Shakespeare, parce que Cade, le vrai Cade, ne pouvait pas dire ça. En 1450, il n'y avait aucune imprimerie en Angleterre. Donc il joue sur un anachronisme en rapprochant de 20 ans, en anticipant de 20 ans l'arrivée de la première presse à imprimer. Mais pour rentrer dans le modèle
de cette radicale hostilité à tous les instruments de reproduction de l'écrit. Il y a cette condamnation de la supposée imprimerie installée par Cade, il y a par Lord Say, il y a la reproduction qui est non pas mécanique mais mentale, et donc l'institution de cette grammar school qui est un lieu de transmission du savoir et en particulier un lieu de transmission de la connaissance des langues. Et on voit cette tension culturelle très puissamment montrée dans la scène parce que Lord Say est aussi accusé d'avoir abandonné le Maine et la Normandie aux dauphins de France. Donc il est accusé aussi de traîtrise pour avoir laissé entre des mains ennemies des parties entières de ce qui était considéré comme appartenant au roi d'Angleterre. Et il y a ce moment où la connaissance des langues devient aussi un de ces éléments de cette culture ou de ce savoir qui doit être aboli parce qu'il produit non seulement de la différence sociale, mais aussi du impossible secret. À un moment donné, Say dit, enfin, un des suivants de Say, non, Suffolk, qui est venu négocier avec les rebelles, dit Lord Say, il peut parler français, alors pour Cade, il s'exclame Therefore he is a traitor, donc c'est un traître. Et il y a tout un jeu sur la connaissance des langues comme la preuve de cette corruption. Lord Say, lorsqu'il est prisonnier, cite les commentaires de César et le cite des formules latines. Et même dans l'édition du Quarto, il est condamné parce qu'il a une bibliothèque avec des books with red letters. Cette question de la lettre rouge revient comme étant ce lien possible avec une écriture magique et secrète mise au service de l'oppression des plus faibles. Il a une bibliothèque où il accueille des lecteurs qu'il reçoit pour leur recherche ou leur lecture dans sa propre maison. Il y a une scène aussi amusante, mais qu'on trouve que dans le Quarto, qui est cet interrogatoire entre Lord Say, qui cite César et qui parle latin, et d'autre part Jack Cade. Après une question de Jack Cade qui était « Alors quoi à propos du Kent ?» Lord Say répond « Nothing but bona terra », qui était le début de la citation des commentaires de César qui considère le Kent comme une bonne terre et comme des gens aimables, policés, généreux. Et alors du coup, tous les suivants sont surpris par cette bona terra et Cade dit bonum terrum, what's that? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors Dick lui dit mais il parle français. Oui, non, il parle hollandais. No, it is Dutch. Et Nick, oh non, c'est de l'italien. No, it is Italian. I know it very well enough. Et donc c'est un effet comique sur cette confusion du latin avec toutes les langues, mais aussi cette idée qui est fondamentale et qui est l'idée de la haine pour l'ensemble des formes de présence de la culture écrite. Alors, pour s'approcher de la fin, même si je n'épuise pas la matière, ce qui est intéressant de voir, c'est que, premier écart, il n'y a rien dans les relations historiques de la révolte de 1450 qui permettent de supporter sa caractérisation par Shakespeare comme une révolte de l'anti-écriture, puisque, comme je l'ai dit, ces révoltés de 1450 utilisent l'écrit pour exprimer leurs revendications. Du coup, on est renvoyé à une autre lecture de Shakespeare qui était celle, dans les mêmes chroniques, Holinshed ou la chronique de Grafton, d'une révolte antérieure de 1381, qui était la révolte menée par Jack Straw et Wat Tyler, et qui a une dimension millénariste, infiniment plus forte que la révolte du Kent antifiscal de 1450. Et il y a là effectivement des éléments dans la description de Holinshed ou de Grafton qui peuvent être pour partie une source d'inspiration pour l'anachronisme que volontairement commet Shakespeare, dans la mesure où ces révoltés de 1381 sont décrits comme brûlant toutes les archives des tribunaux, comme ayant détruit à Londres la résidence du duc de Lancaster et d'avoir détruit The Inner Temple, c'est-à-dire une des écoles de droit.
Et Richard Grafton indiquait dans sa chronique de 1569, sur leur passage, ils pillaient les maisons de tous les hommes de loi qui se rencontraient sur leur chemin, que ces hommes de loi soient dans l'ordre du spirituel ou du temporel. Ils arrivèrent ensuite au temple, c'est-à-dire dans cette école de droit, une des Inns of Court de Londres, et ils ont détruit les livres de droit, Books of Law, et toutes les archives. Et Holinshed, dans le texte utilisé par Shakespeare, le troisième volume réédité en 1587 de sa chronique, ils avaient le dessein de brûler et de détruire toutes les archives, toutes les preuves, tous les registres des tribunaux ou tous les documents afin que le souvenir des causes anciennes soit effacé et que les seigneurs, landlords, ne puissent avoir aucun moyen de contester leurs droits. Ils allèrent au temple, c'est-à-dire à l'école de droit, et ils en brûlèrent les logements des hommes de loi, ainsi que leurs livres, leurs archives et tout ce qui leur tombait sous la main. On voit donc qu'il y a une conflation par Shakespeare de traits de la révolte de 1381 qui a cet aspect de destruction d'archives, archives des Inns of Court, archives des tribunaux, archives des manoirs seigneuriaux, et de la révolte de 1450 où rien de cela ne se rencontre. Mais même lorsqu'on fait ce rapport et qu'on suit des historiens comme Stephen Justice qui ont étudié la révolte de 1381, on s'aperçoit que Shakespeare fait un travail d'amplificatio parce que les objectifs de destruction des révoltés de 1381 sont très ciblés. Il s'agit des archives de tribunaux qui gardent trace des causes où ils ont pu être condamnés, et il s'agit des archives seigneuriales qui sont utilisées comme justification de la levée des impôts ou des droits seigneuriaux. On ne trouve chez eux aucune volonté de anti-écriture en général. Stephen Justice écrivait « Les cibles de cette insurrection contre l'écrit étaient les registres des impôts locaux, les archives des domaines seigneuriaux, les archives des justices locales et royales, mais pas les livres, les bibliothèques ou la culture écrite, intellectuelle ou ecclésiastique. L'hypothèse était qu'il s'agissait non pas de détruire l'écrit, mais de réécrire d'une autre manière ce qui avait été écrit une fois détruites les archives antérieures. On voit donc que pour Shakespeare, la capture anachronique de la révolte de 1381 pour mettre sur la scène la révolte de 1450 est aussi liée à une profonde distorsion des chroniques qui narraient la révolte de 1381 pour lui donner cette dimension qu'il permet un jeu à la fois d'utopie, un monde sans écrit, et un jeu carnavalesque, un monde à l'envers, qui est qui sont les deux caractères qui sont attribués à la révolte de Cade. On voit donc que le jeu à nouveau met en évidence cette tension entre le pouvoir sur l'écriture, qui peut être, par les révoltés de 1381, mise en question lorsqu'on détruit les archives de ce ou ces pouvoirs, seigneuriaux ou administratifs ou judiciaires, mais que ce qui devient le lieu même de la réélaboration shakespearienne, c'est le pouvoir de l'écriture, qui n'a été nié ni par les révoltés de 1450, avec leurs pétitions, ni avec les révoltés de 1381, qui ont limité les cibles de leur destruction, mais qui devient, dans le Henri VI de Shakespeare, la manière de représenter la révolte de Cade. Alors, je vais terminer là, il y aurait beaucoup plus à dire, mais d'une part, c'est à partir de là que l'on peut essayer de comprendre les multiples interprétations qui ont été données et qui étaient peut-être données dès la première représentation de cette pièce, de cette rébellion ainsi portraiturée, dans la mesure où, d'un côté, par son aspect utopique et millénariste, elle résonne avec tout un langage
de figures, de métaphores, d'images qui appartiennent à une très longue tradition, et en particulier lorsque l'on voit évoquer par les suivants de Cade ou par Cade lui-même toutes ces figures qui étaient liées à l'idée de quand Adam bêchait et quand Ève filait, qui était alors gentleman. C'était un motif important millénariste et biblique de la révolte de 1381 pour critiquer les inégalités, l'idée que l'origine était le moment où il n'y avait pas de distinction d'ordre. Et donc il y a tout cet ensemble-là de tropes égalitaires, de motifs de protestation populaire, d'attentes millénaristes d'un ordre parfait ou corrigé, qui est présent dans le discours de Cade et de ses suivants. En même temps, on voit que la cruauté, la violence ou le ridicule de la révolte est toujours mise en avant. À partir de ce constat, les voies d'interprétation ont pu être de souligner qu'il y avait une convention théâtrale qui, dans certaines manières, dictait la représentation du populaire, l'idée que la représentation sur le théâtre du populaire est nécessairement liée avec un registre qui est un registre de la moquerie, du mépris, de la distance. D'autres interprétations sortant de ce cadre de la convention théâtrale gouvernant la représentation du populaire sur les scènes ont pu mettre en avant l'idée que finalement ce dérisoire cruel de la révolte de Cade est la transposition au niveau populaire de ce qui survient entre les élites affrontées dans la pièce, puisque le pouvoir tel qu'il est représenté dans cette pièce est un pouvoir dégradé, un pouvoir avili, un pouvoir malade. Et donc cet avilissement ou cet avilissement est joué en écho sur un registre qui est celui de la politique de la cour et sur le registre qui est celui de la révolte populaire. Et de là, d'ailleurs, l'introduction de motifs où Jack Cade, qui se prétend le fils d'une famille noble, et donc par là revendique, quand il dit « je deviendrai roi », c'était à la fois une figure de roi de carnaval, mais c'était aussi dans la pièce un argument généalogique qui avançait par Cade pour justifier cette revendication. Mais ses suivants savent très bien que tout ça n'est que grotesque déguisement et multiplient les apartés qui ridiculisent Cade lui-même dans ses prétentions nobiliaires et finalement monarchiques. Alors il y aurait là un premier registre évidemment de commentaires qui enracinent l'ambivalence de la pièce dans cette tension autour d'un retour à un âge d'or qui peut prendre en charge sérieusement des motifs qui étaient ceux des rébellions paysannes millénaristes et bibliques, et d'un autre côté qui ouvre à un motif de carnaval, de monde inversé, mais dont on connaît l'impossibilité et le ridicule. C'est un monde à l'envers temporaire, c'est un monde à l'envers qui reviendra à l'endroit rapidement. Et donc, du coup, toute cette figure carnavalesque et tous les traits que j'ai cités, un monde où tout est à disposition gratuitement, un monde où il n'y a pas d'argent, un monde où il n'y a pas de différence sociale, un monde sans monnaie, un monde sans écrit, joue sur cette tension. Et de là, l'ouverture de la pluralité des interprétations, si l'on insiste sur l'aspect utopique ou si on insiste sur l'aspect carnavalesque. L'autre conséquence, l'autre conclusion que l'on peut terminer, que je vais prendre pour terminer, c'est évidemment une résonance plus grande sur les relations entre paroles vives et documents écrits dans les sociétés de la première modernité. Puisqu'évidemment, là encore, cette utopie carnavalesque de Cade est absurde au moment où elle est proférée. Au moment où elle est proférée, c'est le moment où des conquêtes du pouvoir de l'écriture par ceux qui en étaient privés ont commencé.
Et on le voit avec toutes les formes d'appropriation par les artisans, par les boutiquiers, par les compagnons, par l'élite de la paysannerie, de la culture écrite, pour exprimer leurs revendications ou leurs protestations. On est donc dans ce processus où on trouverait la trace dans les libelles ou les pamphlets manuscrits, dans l'appropriation par ceux qui savent lire, pour ceux qui ne savent pas, des répertoires populaires, ballades, chapbooks, pliegos de Cordel, textes des occasionnels ou de la Bibliothèque bleue. On est donc dans un processus d'entrée dans l'écriture de populations de plus en plus larges et donc gagnant les milieux populaires. Et pour autant, ce qui est à travers la révolte de Quéd, c'est aussi cette nostalgie durable pour l'oralité perdue, cette idée du témoignage contre le document, cette capacité de l'oral à transmettre avec vigueur, avec énergie, avec force, avec proximité, ce qui est un texte d'information ou de diversion. Et donc, du coup, la leçon finale serait sans doute de considérer, en partant de ce fragment de le second Henri VI de Shakespeare, une grande question qu'on retrouvera peut-être, c'est-à-dire l'idée selon laquelle, dans la première période moderne, si l'écrit dévore les espaces par rapport à la parole, néanmoins reste très puissante l'idée selon laquelle il y a comme une possible équivalence sémantique entre l'écrit, l'oral et l'image. Non pas que l'un vient dire ce que l'autre ne peut pas dire, l'idée fondamentale est que ces trois formes de la communication ou de la mémoire ou de la connaissance sont équivalentes. Elles utilisent des syntaxes différentes, mais finalement elles peuvent transmettre les mêmes objets et les mêmes concepts. Et si on admet cette hypothèse, qu'on pourrait soutenir sur des travaux faits par exemple par Fernando Bausa ou par plus anciennement Don Mackenzie, on comprend mieux à la fois que le fait que les hommes de la première modernité et les femmes pouvaient reconnaître des pouvoirs différents. L'écrit permet la reproduction, l'oral peut être performatif, l'image rend présent ce qui est absent. Donc il y a bien des fonctions, des rôles différents. Mais néanmoins, ils ne sont pas pensés comme entraînant la transmission de contenu, de savoir ou de plaisir différents. Leur usage dépend de la circonstance, leur usage dépend du public. Et c'est pourquoi on peut comprendre à la fois leur association et juxtaposition dans les mêmes objets, par exemple le livre d'emblème, ou dans les mêmes performances, par exemple la prédication, et comprendre aussi que, puisqu'il y a cette équivalence sémantique fondamentale, que l'écrit essaye de capter des éléments de l'oral. C'était un des objets principaux du cours sur le texte de théâtre. Comment faire entendre des voix muettes par le lecteur, et donc tous les dispositifs de la ponctuation à l'image qui permettent de reconstruire quelque chose du jeu de l'action, comme disait Molière, dans le texte imprimé, ou bien l'utilisation systématique du dialogue, qui est une forme d'oralité transportée dans l'écrit. Inversement, on peut dire que des formes d'oralité ne sont que l'oralisation d'un discours déjà présent, que ce soit les harangues ou que ce soit les lettres. Donc il y a cette tension entre des juxtapositions et des captures réciproques. Et je pense que c'est cet arrière-fond-là qui est le plus essentiel par rapport à ce texte spécifique de Shakespeare et qui permet à nouveau de revenir à cette ambivalence de la représentation de la révolte de Quéd, qui est peut-être grotesque et carnavalesque dans la mesure où Quéd est manipulé et où son âge d'or
est un monde à l'envers dérisoire, mais qui est lesté d'un poids de sérieux par Shakespeare, non nécessairement pour que on prenne au sérieux, ou les spectateurs prennent au sérieux la révolte de Cade, mais parce que ce qui est désigné comme fracture culturelle, opposition sociale, est dans l'ordre du sérieux. Pouvoir sur l'écriture, pouvoir de l'écriture. Puissante conquête de l'écrit, nostalgie durable pour l'oralité. Existence d'une longue tradition médiévale où les lettres sont secondes par rapport aux témoins, et d'autre part, construction d'un État monarchique, administratif, bureaucratique et archivistique. Et donc, ces trois éléments, ces trois enjeux, sont des éléments qui ne peuvent pas être absents de l'horizon de représentation, d'attente des spectateurs de 1592 et des années dans lesquelles la pièce sera représentée. Mais ce sont des horizons qui ne sont pas non plus absents de notre relation avec cette pièce et qui illustrent, je crois, ce par quoi j'ai commencé ce matin, c'est-à-dire comment penser dans leurs différences et leurs intrications les formes de rapport au passé qui sont ceux de l'histoire, dans notre cas Holinshed, Grafton, les chroniqueurs, et de l'autre côté, la relation au passé qui est celle de la fiction, dans notre cas, la construction imaginée par Shakespeare pour porter sur la scène la révolte de 1450. Merci.